Moi, je travaille comme psychologue assistante ici aux urgences psychiatriques, juste en dessous, au CHUV. Et en fait, je me suis très vite beaucoup intéressée à la question de la prescription dans le cadre d'une thérapie psychanalytique, bien que, ou j'ai envie de dire plutôt d'autant plus parce que justement, je ne prescris pas. En effet, en tant que psychologue travaillant en institution, je suis tout le temps confrontée à des patients pour lesquels la question de la prescription d'un traitement se pose, ou qui en demandent un, ou qui en ont déjà un, ce qui m'a beaucoup interrogée sur ma fonction de psychologue et de thérapeute non prescriptrice, si je puis dire comme ça, puis de tous les enjeux globaux liés à la prescription dans ce contexte. Et puis, bon, ces enjeux sont multiples et donc dépassent largement le cadre d'une présentation, donc j'ai pris le parti d'évoquer quelques aspects de cette problématique qui m'ont particulièrement interrogée, en me basant en partie justement sur l'article que j'ai dit avant, que j'avais écrit avec le docteur Saraga et le professeur Stiefel, sur la prescription des psychotropes au cabinet du généraliste, sur certains auteurs que j'ai découverts en le rédigeant, et puis sur mon expérience personnelle. Et puis j'évoquerai notamment certains fantasmes qui me semblent liés à la prescription, que j'essaierai de mettre en lien ou d'articuler aux enjeux liés à ma fonction de psychologue. Alors, pour commencer, j'aimerais faire un petit détour par l'histoire de cette relation entre la psychanalyse et les psychotropes, parce que je pense que l'histoire déjà de cette relation met en évidence certains enjeux liés à la prescription, en lien avec le regard que la psychanalyse porte sur les médicaments, sur les psychotropes. Et je me référerai principalement à un article de Vassili Kapsambelis, Formulation psychanalytique des effets des neuroleptiques, qu'il a écrit, qui est paru en 2002. Alors, Kapsambelis, il rappelle que suite à la mise sur le marché des premiers psychotropes dans les années 50, les psychanalystes ont dans un premier temps essayé d'intégrer l'action de ceux-ci dans la métapsychologie. Et il y a eu plusieurs théories en fait sur l'impact des psychotropes sur la psyché qui ont été mises au point, qui, j'ai l'impression, peuvent être divisées un peu en deux catégories, en deux grandes catégories. Les théories plutôt quantitatives, qui postulent en fait une modification de l'intensité du mouvement pulsionnel lié justement aux médicaments. Et parmi ces théories, pour l'exemple, il y en a certaines par exemple qui sont très précises et qui évoquent par exemple le fait que les neuroleptiques ont un impact sur les pulsions agressives en particulier. D'autres qui sont beaucoup plus globales, notamment une de Osto et Klein, qui sont deux auteurs nord-américains, un psychopharmacologue et un psychanalyste, qui ont proposé un modèle qui tente d'intégrer à la fois l'action des neuroleptiques et l'action des antidépresseurs. Disons que les neuroleptiques auraient une action d'abaissement de la quantité d'énergie libidinale, alors que les antidépresseurs auraient l'action inverse, ce qui implique évidemment d'utiliser les premiers lors des accès maniaques et les deuxièmes lors des accès mélancoliques. Ils évoquent aussi les psychoses en disant que les neuroleptiques seraient utilisés dans les accès psychotiques aigus pour diminuer la quantité de libido, qui dépasse les capacités de contrôle de la personne, alors que les antidépresseurs seraient à utiliser lors des schizophrénies d'allure autistique ou en rémission pour contrer la déplétion libidinale. Donc ça, c'est juste quelques exemples de ces théories quantitatives, alors que d'autres auteurs ont essayé d'aller plus loin dans la compréhension de l'effet des neuroleptiques sur la psyché, en ajoutant un effet qualitatif des neuroleptiques, en postulant que les neuroleptiques peuvent induire une modification qualitative des premiers fantasmes et mécanismes utilisés par le moi dans sa relation à l'objet, ce qui permettrait une meilleure intrication des pulsions agressives et libidinales, permettant à la personne d'établir des relations de plus en plus objectivisées. Et puis Kapsambelis, il termine ce chapitre en citant André Green, qui évoque le fait que les médicaments psychotropes, dans tous les cas, vont modifier la structure même du sujet, avec une nouvelle distribution énergétique de l'activité psychique pathologique antérieure. Et ce que moi je trouvais très intéressant dans cet article est l'accent mis par Kapsambelis sur le fait qu'à un moment donné de son histoire, la psychanalyse avait essayé d'intégrer les substances psychotropes dans la métapsychologie, ce qui me semble être dans la droite ligne un peu de l'intuition de Freud, lorsqu'il dit, notamment dans la psychanalyse, il se peut que l'avenir nous apprenne à agir directement à l'aide de certaines substances chimiques, sur les quantités d'énergie et leur répartition dans l'appareil psychique. Ils semblent donc avoir déjà eu une intuition concernant un effet qualitatif et quantitatif des psychotropes. Toutefois, selon Kapsambelis, dès les années 70, et comme le dit aussi le professeur Delplomb, cet intérêt et ces essais d'intégrer les psychotropes dans la métapsychologie s'est un peu estompé.
ce qu'il explique justement par une séparation de plus en plus importante entre la psychopharmacologie et la psychanalyse, ce que lui en partie rapporte au sentiment de rivalité qu'ont pu ressentir les psychanalystes face à cette montée des psychotropes qui prenaient de plus en plus de place en psychiatrie. Et cette séparation entre les aspects psychopharmacologiques et psychodynamiques me semble représenter une sorte de séparation, dichotomie corps-esprit, qui se retrouve, il me semble, à la fois dans cette histoire de ce couple psychanalyse-psychotrope, mais également dans l'institution même, notamment, je vois dans mon travail de liaisonniste aux urgences. En effet, donc moi je suis aux urgences psychiatriques, et puis on est appelé assez souvent à voir des personnes qui sont aux urgences somatiques du moment qu'il y a soupçon d'un trouble psychique chez eux. Et très souvent, lorsque ces personnes ont des symptômes qui peuvent être attribuables à la fois à des causes psychiatriques ou somatiques, la situation se complique énormément, avec souvent cette tendance à dire le symptôme est soit l'un ou l'autre, avec l'idée que si on trouve une cause, par exemple somatique, il n'y a plus besoin de chercher la cause psychique, ou parfois, même, j'ai vu des situations où on trouvait une cause psychique, il n'y a plus besoin de chercher la cause somatique. Donc on est toujours un peu dans ce ou plutôt que dans le et. Et ça me fait penser à un contre-exemple d'un psychiatre allemand, Dr. Mensos, que j'aime beaucoup, qui, dans l'Lehrbuch der Psychodynamik, donne justement un exemple de patients qui seraient des workaholics, donc ces personnes addictes au travail, qui ont comme symptômes des céphalées qui surviennent seulement le week-end. Et puis il explique que ces céphalées sont à la fois attribuables à un relâchement des artères cérébrales qui sont en vasoconstriction toute la semaine en raison du stress, donc à une cause biologique, mais également attribuables à une cause intrapsychique, à la fois que ça permet à ces personnes de se déculpabiliser, de ne pas travailler le week-end. Et je trouve que cet exemple, ainsi que notamment, je ne sais pas, tous les travaux du professeur Sermet, que j'ai eu la chance d'avoir pour un de mes cours, ou bien toutes les avancées scientifiques, par exemple au niveau de l'épigénétique, montrent bien à quel point cette pensée en ou ne peut plus rendre compte de ces phénomènes. Mais toutefois, j'ai l'impression qu'elle reste dominante. Et je pense qu'on peut se demander qu'est-ce qui maintient cette séparation entre le domaine biologique et la psychanalyse, et qu'est-ce qui fait que cette dernière semble moins encline qu'il y a une quarantaine d'années à parler justement de ces aspects biologiques, en particulier en ce qui concerne les médicaments. Et à un niveau plus micro, si j'ose dire, enfin dans le cadre de la relation thérapeutique, je pense que cette dichotomie se retrouve aussi dans certaines questions de patients. En tout cas, moi j'ai des patients qui m'ont demandé si je pouvais régler leur problème de sérotonine. En plus, je ne peux pas, mais avec cette idée que la maladie psychique serait uniquement liée à un dysfonctionnement cérébral réparable par voie médicamenteuse. Et concernant justement cette dichotomie corps-esprit à ce niveau-là, je me réfère à un article d'Adèle Tuter, qui est une psychiatre et psychanalyste new-yorkaise que j'aime beaucoup, qui a écrit en 2009 Romantic Fantasies of Madness and Objections to Psychotropic Medication. Et pour elle, donc c'est juste un élément de réponse, mais pour elle, ce fantasme de dichotomie corps-esprit pourrait être une sorte de défense du patient contre un fantasme beaucoup plus archaïque, en fait, une crainte de devenir fou, qui pour elle serait extrêmement commun. Et elle indique que c'est très important à essayer de comprendre chez le patient parce que ça va impacter sa réaction aux médicaments dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait vouloir et demander un traitement en se disant j'ai juste un problème biologique donc je ne suis pas fou, tout va bien, ou au contraire je ne veux pas de traitement parce que ça signifie justement que je suis fou. Et puis elle précise aussi que ce fantasme de folie peut se trouver présent chez le thérapeute qui peut comme le patient s'en défendre la plupart du temps en se montrant réticent à ce que son patient prenne un traitement, parce qu'un patient sous traitement serait un patient fou, entre guillemets, et ça renverrait à l'angoisse du thérapeute à ce propos. Alors, je précise bien sûr qu'elle évoque aussi d'autres raisons, amenant le thérapeute à ne pas toujours vouloir prescrire, comme l'envie de sauvegarder leur cure de la valise, d'éviter la concurrence avec les médicaments, ou d'éviter l'arrêt de la cure en raison d'une diminution des symptômes, et donc il y aurait moins de motivation pour le patient à continuer la cure. Mais ce que moi je trouve très intéressant dans ce qu'elle écrit, ce sont les manières dont cette réticence, selon elle, peut s'exprimer. Alors, soit par un refus net de prescription, mais aussi par l'utilisation de certains termes pour désigner le traitement. C'est une béquille, vous risquez des symptômes de sevrage en cas d'arrêt trop brusque, etc. Le fait d'éviter d'aborder les représentations et fantasmes du patient autour du traitement en renvoyant doucement au prescripteur externe, s'il y en a un, ou plus subtil, il me semble, un changement de ton, l'analyse devenant tout d'un coup beaucoup plus directive,
c'est qu'il peut signifier aux patients que l'on ne parle plus de la même chose et peut-être de quelque chose qui a la même valeur. Et ces éléments m'ont beaucoup fait réfléchir à ma pratique parce que bien que je ne prescris pas, je parle des fois des médicaments, même souvent avec les patients, et notamment en ce qui concerne les termes de sevrage. Parce que c'est vrai que moi je l'utilisais un peu sans trop réfléchir, je pense, et je ne m'étais jamais dit que les patients pourraient l'associer au sevrage d'addictions beaucoup plus, disons, connotées péjorativement, comme la cocaïne, l'héroïne, etc. Donc depuis, je l'utilise toujours, mais je le robe un petit peu. Je me suis aussi posé la question de la prescription hâtive, ou dans mon cas plutôt de l'envie hâtive de prescrire, qui me semble peut être liée, outre à ce fantasme de folie décrite par Adèle Tuteur, à une lutte contre un sentiment d'impuissance. Parce qu'en tout cas, j'ai réalisé que souvent, lorsque je pense rapidement qu'un patient aurait besoin d'un traitement, c'est car je me sens très très impuissante à l'aider, peut-être en lien avec quelque chose qui me renvoie de sa propre impuissance. Et puis, j'aurais même envie d'aller plus loin, parce qu'il me semble que, alors du fait que moi, quand je pense à un traitement, je pense forcément à un collègue, psychiatre, qui est prescripteur, je pense que parfois, ça me permet de diffracter un transfert trop violent, ça me rassure. Disons, le transfert pourrait être diffracté sur le comprimé ou le collègue. Ce qui m'amène à un sujet qui me touche directement, c'est justement les implications d'un traitement médicamenteux sur la relation thérapeutique, lorsque le traitement est prescrit par un médecin, le thérapeute et psychologue, situation qui se différencie selon moi quelque peu de la situation où les deux personnes sont médecins. Parce que je pense que, outre les effets du statut même, de psychologue, de médecin, la question de la prescription médicamenteuse met en évidence les limites du psychologue par rapport justement au traitement, ce qui, je pense, peut être pris dans le transfert comme dans le temps de transfert, avec des implications de chacun sur son attitude envers le traitement. Et puis, par exemple, je me souviens d'un patient que j'avais vu aux urgences, qui avait un trouble anxieux et qui me demandait très très rapidement des benzodiazépines. Et puis moi, j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait indiqué, d'une part parce que l'angoisse n'était pas envahissante, et d'autre part parce qu'il avait des bonnes capacités d'élaboration. Mais toutefois, sur le moment, je ne me suis pas sentie légitimée de lui proposer d'y réfléchir, de ne pas le lui donner, craignant que ma position de psychologue m'influence. Et c'est uniquement après, lorsque j'en ai parlé avec mon superviseur, qui est psychiatre et psychanalyste, qui était plutôt d'accord avec moi, que je me suis sentie le droit de réfléchir avec le patient sur cette question, plutôt que de l'envoyer directement chez un collègue qui évaluerait la nécessité de prescrire. Un autre exemple m'est donné alors par la littérature, notamment par un article de Susanne Bers, qui est une psychologue psychanalyste, qui a écrit un article en 2006 où elle présente un cas clinique de patients atteints de TOC qu'elle suit, et elle explique que l'élaboration de son incapacité à elle à prescrire avec le patient a mis en évidence des éléments transférentiels majeurs concernant la relation de celui-ci à ses parents, patients qui avaient des imagos parentales, des parents qui considéraient comme inefficients, incompétents. Et elle explique même que également de quelle manière son contre-transfert a été influencé par son inhabilité à prescrire, qui se manifestait par une difficulté à en parler même de cette question avec le patient, même lorsque celui-ci lui a indiqué prendre en cachette, si j'ose dire, des benzodiazépines depuis des semaines, prescrites par son généraliste. Et donc, je pense que ces deux exemples mettent en évidence les implications du statut de non-prescripteur à la fois sur la relation transférentielle, mais également sur la question plus large des représentations du thérapeute du traitement et de son droit à la réflexion. Parce que je pense que dans le contexte actuel, où un grand nombre de patients en thérapie sont sous traitement ou le demandent, le psychologue ne peut pas éviter ces questionnements et se doit même de se donner le droit de réfléchir, mais en intégrant à sa réflexion les implications du fait qu'il n'est pas prescripteur. Et je dirais même qu'il peut profiter de cet avantage de ne pas pouvoir prescrire directement pour utiliser cet espace-temps pour la réflexion, ce que j'ai pu faire avec ce patient angoissé, par exemple. Alors j'aimerais encore dire quelques mots sur la thérapie bifocale, qui fait forcément partie du setting, justement, c'est thérapeute et psychologue, parce que je pense que, outre l'impact d'une possible concrétisation de la situation édipienne, ou encore les possibilités de clivage du patient, je pense que le thérapeute psychologue doit tenir compte de l'influence de sa position de psychologue sur ce qui peut être projeté sur le comprimé. En effet, dans un de ses articles, Medication as Object, toujours à tête tuteur, je l'aime beaucoup, décrit la projection par le patient de certaines représentations de soi et d'objets sur le comprimé, mais également sur le couple thérapeute-comprimé lorsque le thérapeute prescrit.
Puis elle décrit ce mécanisme comme très important à comprendre afin de mieux saisir ce qui se passe dans le transfert, notamment en cas de transfert sous le comprimé, comme défense, comme transfert sur l'analyste. Puis elle précise que ce phénomène doit également être analysé en cas de thérapie bifocale, que le thérapeute ait choisi ce setting, donc en tant que médecin ou pas, en tant que psychologue, sans toutefois préciser les implications de cette absence de choix. Et donc moi je me suis demandé, en cas de prescription par un psychiatre, liée à l'incapacité du thérapeute de prescrire, qu'est-ce qui est projeté sur le comprimé? Y a-t-il un couple comprimé-prescripteur sur lequel des choses sont projetées et d'autres sont sur le psychologue? Et si oui, est-ce que ce qui est projeté sur le psychologue est lié au fait que ce n'est pas lui qui prescrit? Alors, je n'ai pas du tout de réponse comme ça toute faite à ces questions, puis je pense que ça dépend aussi beaucoup de la relation thérapeutique, de ce qui se passe avec le patient. Mais je pense que c'est des questions qui se doivent d'être posées dans le cadre d'une psychothérapie avec un traitement bifocal. Alors, ce setting bifocal a des avantages et inconvénients qui ont été décrits par de nombreux auteurs, que je ne vais pas entrer là-dedans, mais j'aimerais juste citer un article de David Kahn, qui est un médecin, qui en 1991 a écrit donc cet article Medication, Consultation and Split Treatment During Psychotherapy, qui me semble donner quelques éléments pour mieux appréhender cette situation bifocale. Parce qu'il parle de l'alliance thérapeutique triadique pour évoquer l'alliance nécessaire entre le thérapeute, qu'il soit psychologue ou psychiatre, le prescripteur et le patient. Et il définit cette alliance comme basée sur le respect mutuel de chaque thérapeute des compétences de l'autre et que ce soit partagé par le patient. Et il différencie bien cette alliance qui est tout à fait consciente du transfert inconscient, tout en disant que cette alliance peut être influencée par les éléments transférentiels négatifs inconscients. Et cette alliance triadique, je pense donc, implique que les thérapeutes réfléchissent chacun justement à ce qui se passe dans cette situation à trois. Et il explique notamment qu'il faut penser aux enjeux liés au risque de compétition entre les thérapeutes, qui pourrait se répéter par une compétition médicament versus thérapie, c'est-à-dire qu'est-ce qui aidera le mieux le patient, est-ce que c'est la thérapie, est-ce que c'est le traitement, etc. Et je pense que ce sentiment de rivalité peut être encore exacerbé si le thérapeute est psychologue, justement, au vu de ses limites dans ce domaine. Et je pense moi-même à un sentiment de vexation que j'avais ressenti à une reprise avec une patiente que je suivais depuis quelque temps et qui, dans le cadre justement d'un setting bifocal, a commencé un traitement antidépresseur. Et je pense que mon sentiment de vexation, dans un premier temps, lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait beaucoup mieux grâce à ce traitement antidépresseur, était lié au fait aussi que ça ne pouvait pas venir de moi. Et par la suite, j'ai pu y réfléchir plus longuement avec elle, et puis à ce qui s'était passé justement lorsqu'elle m'avait fait cette remarque, puis le mettre en lien avec ce qui se passait dans notre relation, notamment en l'occurrence le lien avec une dépendance à la fois recherchée et crainte chez cette patiente. En tout cas, dans tous les cas, je pense que ces exemples montrent bien que le thérapeute psychodynamicien, qu'il soit psychologue ou psychiatre, est de toute façon interpellé lorsque la question d'un traitement entre en jeu, mais de façon probablement différente en fonction de sa formation de base. Et je pense qu'il met bien en évidence aussi l'impossibilité de séparer les aspects purement pharmacologiques de la prescription des aspects psychodynamiques et liés à la relation, ce qui m'amène à conclure que, bien que ce couple psychanalyse-psychotrope puisse paraître atypique au premier abord, il peut parfois très bien fonctionner, et que pour mieux comprendre pourquoi, il faudrait une meilleure intrication du regard pharmacologique-biologique au regard psychanalytique, chacun pouvant donner un éclairage sur l'autre, plutôt qu'il soit considéré comme très séparé. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de plusieurs dichotomies. La dichotomie d'effet quantitatif, effet qualitatif, c'est vrai que c'est très important. Jusqu'à présent, on n'avait pas touché encore à ce point. L'autre, celle corps-esprit ou somatique psychique, et finalement celle de prescripteur-non prescripteur, qui d'ailleurs peut renvoyer à la dichotomie corps-esprit ou domaine biologique psychanalytique. Qui crée une triade justement d'une façon très intéressante, patient, prescripteur, non prescripteur. Ça m'a fait penser à, il y a très longtemps en arrière, une patiente que je soignais, qui était en analyse chez moi, et en traitement pharmacologique chez un collègue, qui n'était pas seulement un collègue, c'était un ami, vraiment proche. Et puis, elle me disait des choses qu'il disait,
et qui non seulement m'étonnait, mais qui commençait à m'agacer, séance après séance. J'étais chaque fois plus irrité, parce qu'il déconnait carrément, et en plus, ça commençait à avoir une interférence dans mon traitement, jusqu'au moment où j'ai dû discuter avec lui, et j'ai vu que lui aussi, il était très irrité avec moi, jusqu'au moment où on a compris que la patiente mentait. Elle disait des choses complètement différentes à l'un et à l'autre. Donc ça a créé des situations très particulières. J'aimerais revenir sur cette dichotomie corps-esprit, puisque, selon les neurosciences actuelles, l'esprit le siège de l'esprit, c'est le cerveau. À partir du moment où le siège de l'esprit, c'est le cerveau, il n'y a plus de dichotomie corps-esprit, mais corps-corps, puisque le cerveau, il est dans le corps. Mais curieusement, le langage, il maintient, et même le langage des neuroscientifiques, Damasio, il occupe un grand pied de page pour s'excuser et justifier pourquoi il continue à utiliser cette dichotomie corps-esprit. Alors peut-être là, il faudrait revenir à ce que tu disais, réintroduire la question du social, puisque c'est la dichotomie somatique-psychique, elle devient somatique-langage ou somatique-social. Hein? Ce qui donne une dimension tout à fait différente lorsque notre patient dit « j'ai un problème de sérotonine ». Alors, à partir du moment où on le place dans le domaine du langage et plus dans le domaine de l'efficacité, pas seulement de l'efficacité, mais de la réalité de la sérotonine, on peut l'interpréter de façon très différente. Mais on y reviendra. Comme vous avez travaillé avec Michael Saraga, peut-être ce qu'il va nous dire, c'est l'intersection